Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent. La 4e édition du Choiseul Africa Business Forum, grand forum d'investissement, s'est tenue ce 17 novembre 2023 à Casablanca au Maroc pour la 2e fois consécutive sous le thème « Souveraineté économique pour l'Afrique ». Ce forum, se voulant une plateforme centrale pour le changement en Afrique, offre donc cette année une opportunité aux acteurs du développement de se rencontrer et d'échanger autour de la souveraineté économique du continent. Ainsi, ont pris part à cet événement un parterre de plus de 900 personnes, décideurs et hommes d'État, parmi lesquels la présence remarquée de M. Lamine Mohamed Seck, CEO de SF Capital, la boutique de banque basée à Dakar. Jeune, pourtant très aguerri, M. Lamine Seck a su faire sensation lors de ce forum de par son éloquence et son intelligence en tant que panéliste. Il a su montrer aux yeux de tous que l'Afrique est désormais prête à toute éventualité et que la souveraineté économique n'est qu'une évidence. Voici quelques extraits de la présence de M. Lamine Seck à cette 4e édition du Choiseul African Business Forum. Elle a décidé de commencer par le Benjamin. Donc, Lamine Mohamed Seck, j'interviens dans ce panel en tant que CEO de SF Capital. SF Capital est une banque d'affaires panafricaine basée à Dakar. Il y a également une activité diversifiée. Elle intervient dans la microfinance, dans la santé, dans l'hôtellerie et dans la construction d'infrastructures en Afrique. Merci. Elle a abordé 2 principaux points. Elle a parlé de l'accès à l'assurance. Elle a également parlé de l'accessibilité au financement. À SF Capital, nous avons une idée très claire en tête et qui est insérée dans l'ADN de notre groupe. C'est de dire qu'aucun financement n'est impossible s'il répond à un besoin d'un marché cible. Tous les financements sont possibles, aucun financement n'est impossible. Nous avons plutôt des financements mal structurés. C'est dans cette logique que, depuis sa création en 2017, SF Capital accompagne les États, les banques commerciales, les souverains et les entreprises qui ont besoin de financement à mieux structurer leurs besoins afin de les rendre bancables. Pour exemple, au Sénégal, nous venons de lancer un programme qu'on appelle le programme spécial de mise en place. Pourquoi est-ce que ce programme est intéressant et pourquoi ce programme est aujourd'hui, je vais dire, demandé par plusieurs autres pays africains? Parce qu'il répond à plusieurs problématiques de ces pays-là. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous voulons construire une route au Sénégal ou dans d'autres pays en Afrique. On fait appel à des entreprises de construction européennes ou des entreprises de construction qui ne sont pas du continent africain. Elles amènent le financement sous forme de huissier, elles réalisent le projet et elles font de la concession sur plusieurs années. Les entreprises locales africaines ou des entreprises locales des pays africains qui sont concernés ne participent pas à ces projets. Et à la fin de la journée, à part l'infrastructure qui nous est laissée, qu'on va rembourser sur plusieurs années, quel est l'impact autre que l'infrastructure qui est laissée à nos pays africains? C'est dans cette optique que SF Capital, par le biais d'une joint venture qu'on a créée avec Innovo Project basé à Londres, nous avons pris en compte 4 principales problématiques. C'est de dire qu'on apporte une entreprise qui a de l'expertise dans le domaine de la construction ou dans le domaine d'autres infrastructures. Cette entreprise, en plus de son expertise, apporte le financement. Mais au-delà de ça, on exige à ces entreprises de travailler ou de sous-traiter plus de 80% du montant des travaux aux entreprises locales africaines ou des entreprises locales sénégalaises. Et je vais très loin. On parle aujourd'hui de transfert de technologie. La problématique aussi de nos financements, c'est que lorsqu'on fait intervenir ces entreprises-là internationales, il n'y a aucun transfert de technologie. Elles terminent, écoute, c'est fini, les entreprises locales ne bénéficient pas. Donc le 4e volet qui rend nos propositions de financement beaucoup plus innovantes, c'est le transfert de technologies qui est annoncé à besoin. Donc je dirais que l'accessibilité au financement, oui,
mais remettons-nous en cause. Structurons mieux nos financements afin d'aborder ou afin de se rapprocher des entreprises ou des bailleurs à l'international. Effectivement, on peut dire, et on le dit avec beaucoup d'aisance, les opportunités sont nombreuses, les défis également le sont, mais faisons focus sur les principaux défis auxquels les pays africains font face en matière de financement. Vous avez la crise mondiale du crédit. En plus de la crise mondiale du crédit, vous avez des ralentissements de l'intervention des banques internationales, que ce soit les TFA ou les banques commerciales internationales en termes de financement qu'on a fait. C'est une contexte assez générale, mais parlons de la crise essentiellement. En Afrique, on a un durcissement de tout ce qui est réglementation bancaire, qui se justifie compte tenu de la limitation de certaines interventions, mais ça reste des défis auxquels les pays africains font face. En plus de ce défi, on a un durcissement qui est lié à l'augmentation des taux d'intérêt sur les crédits. Alors, le taux d'intérêt est clairement lié au risque que nous prenons, mais nous considérons en termes de défi que l'Afrique fait face à, un aspect, disons, négatif en termes de perception de risque. Je vais revenir sur une déclaration du président togolais lors d'un panel il y a quelques jours. Alors, il disait que toutes les crises économiques et financières qui sont intervenues dans le monde n'ont pas pour origine l'Afrique. Depuis 1929, en passant par la crise des subprimes. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on retient? On nous dit que l'Afrique est un continent qui est risqué. On se pose la question de savoir est-ce que l'Afrique ne fait pas face à un procès dans lequel elle est toujours à la fin de la journée, la victime. Donc, la perception du risque pour nous en Afrique doit être revue. La perception du risque, elle doit être revue et elle doit être analysée par les acteurs africains. Aujourd'hui, en termes d'accompagnement, en termes de crédit, en termes de financement, vous avez plusieurs institutions financières qui nous demandent, étant africains, de nous faire noter par des agences de notation à l'international. Pourtant, nous avons des agences de notation ici en Afrique. Je ne dis pas que ces agences de notation à l'international ne peuvent pas donner une analyse statique, elles sont très très bonnes, tout le monde les connaît. Mais je me pose la question de savoir aujourd'hui, est-ce que l'analyse sur l'Afrique peut être plus pertinente que les agences de notation africaines que nous avons? C'est la question qu'on se pose. En plus de ça, cette perception du risque-là est clairement liée à les questions de financement. Parce que lorsqu'on parle de financement, c'est le risque qui nous permet de déterminer le montant du financement. C'est le risque qui nous permet de déterminer le taux d'intérêt qui peut être accordé dans le cadre de financement. L'Afrique, suivant les données fournies par l'ONU, l'Afrique en 2050 a représenté à peu près 2,5 milliards d'habitants, soit 25% de la population mondiale. Qui parle de 25% de la population mondiale nécessite pour nous, les pays africains, d'anticiper sur certains sujets de financement pour pouvoir assurer un développement durable. Je pense que c'est les défis auxquels l'Afrique fait face et c'est des défis pour lesquels nous devons nous battre afin de nous positionner sur l'échiquier mondial en termes de financement. Important a été abordé, c'est l'éducation financière. Que nous parlons d'éducation financière, d'éducation de manière générale, tout commence par l'éducation. C'est dans cette optique que SM Capital avait créé une microfinance ou a acheté une microfinance, à 12 mois, afin d'accompagner ces entreprises qui n'étaient pas forcément bien accompagnées. Vous avez en Afrique des TPE, même des PME, qui n'ont pas une éducation financière qui leur permet d'aborder cette démarche. Ayant créé cette microfinance, nous avons multiplié le total bilan par 9 en moins d'une année. Pourquoi? Ce n'est pas seulement un accompagnement, il faut le financement, l'éducation financière et montrer à ces entreprises-là comment faire pour grandir. Dans cette thématique, on a accompagné les femmes, les adultes. On
on les a apporté une certaine culture financière en leur disant on vous accorde un crédit de X francs pour telle activité. Lorsque vous utilisez bien ces fonds que vous le mettez, on vous donne un montant beaucoup plus important. Ça les amène à travailler afin de développer leur activité. En plus, les femmes, vous avez des startups aujourd'hui qui ont besoin d'accompagnement. L'idée, c'est de ne pas d'avoir seulement une idée pour investir, mais c'est de savoir quand j'investis, comment je fais pour pouvoir développer mon activité et passer à une autre étape. Et avec notre microfinance, nous arrivons à accompagner et à intégrer cette économie, cette culture ou cette éducation financière au PME et au TPE. Je vais aborder sur un autre aspect qui pour moi est l'aspect beaucoup plus important. Du point de vue macro, vous constaterez que plusieurs banques internationales se retirent des marchés africains. Vous avez la Société Générale, vous avez la BNP. Ça reste aussi une opportunité. Et ce qui fait beaucoup plus plaisir, c'est de voir que ce retrait de ces entreprises ou de ces banques internationales fait que certaines banques panafricaines acceptent le risque de les acheter parce qu'elles ont la vie. C'est de ça dont on a besoin. Et comment je ne vais pas dire comment pour l'instant. Donc c'est de dire que ces banques-là panafricaines ou en Afrique, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut une inclusion financière, cette inclusion financière qui permettra de développer l'industrie financière en Afrique, pour ne pas se faire sans les Africains. Et pour le faire, ce n'est pas seulement le privé. Il faut qu'il y ait un cadre institutionnel qui l'accompagne. Il faut que les banques centrales comprennent que les réalités de nos marchés africains ne sont pas les mêmes que les réalités des marchés africains internationaux. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on se dise que l'avenir de l'Afrique appartient à l'Afrique. Bien dit. Si vous avez suivi un peu les interventions, on a quand même donné des solutions. Merci docteur pour la pertinence de vos questions. Vous êtes en zone UEMOA et c'est là, je dirais que c'est une problématique assez générale. Vous avez abordé deux aspects. Premièrement, qu'est-ce qui bloque en termes de financement? Lorsque je commençais ce panel, j'avais parlé d'un point assez important qui est la structuration de nos transactions. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, mais il faut savoir la structurer de manière financière. Bon, ce qui me surprend dans votre exemple, c'est que vous avez un projet et vous attendez à ce que la banque vous demande des garanties. Non, le projet, lorsqu'il est bien structuré, lorsque vous le déposez à la banque doit comprendre comment vous structurez le dispositif de garantie que vous apportez. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps des garanties hypothécaires. On n'est pas obligé tout le temps de donner des garanties autonomes. Vous avez aujourd'hui des fonds de garantie. Vous avez le FSA, vous avez Caranco, vous avez plusieurs fonds de garantie aujourd'hui qui accompagnent ces genres de projets. Et c'est pour ça que je vous parlais de structuration en termes de financement. Quand on parle de structuration en termes de financement, ça prend en compte pas seulement le fait que le projet soit bancable, qu'il soit bancable, et comment vous sécurisez aussi la banque. Parce que la banque, elle est intermédiaire, elle prend des fonds d'une contrepartie X, elle donne une contrepartie Y. Elle doit pouvoir s'assurer du remboursement lorsque la contrepartie X demande ses fonds. D'où la nécessité d'avoir des garanties. Mais ces garanties ne se trouvent pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, très rapidement, concernant l'hydrocarbure, il s'agit d'un problème de financement assez global. Et moi, je disais, lorsqu'on discute avec certaines autorités étatiques, que la problématique doit être une problématique globale qui nécessite l'intervention régionale. Aujourd'hui, toutes les banques en Afrique de l'Ouest ont des problèmes de liquidité. Ça, c'est sûr de tout le monde. Ce n'est pas le fait de ces banques, mais c'est que ces banques ont des actifs qui ne sont pas liquides. Des banques qui ont des actifs non liquides, qui sont des actifs aujourd'hui qui ont de la valeur, elles ne pourront jamais vous accompagner pour le projet de 40 milliards. Parce qu'avec la réglementation déjà BAL 2, BAL 3, très peu sont les banques qui peuvent faire des financements de plus de 20 milliards. Donc votre projet ne peut pas être financé, tout simplement. Donc il y a plusieurs aspects à prendre en compte, du point de vue macroéconomique, du point de vue banque centrale, et il faut que les États s'organisent pour adresser les sujets tels que nous parlons. Merci. Merci, ça sera mon Armel Djadje pour Air Jumboa. Made in Africa. Focus sur l'apport de la diaspora africaine dans le développement du continent.